train de suivre la 10e rue télévision. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission C'est politique que nous avons le plaisir de vous présenter en ce jour. Vous le savez bien, l'actualité reste dominée cependant toujours par l'Est, allais-je dire la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes menacés, agressés injustement par le groupe rebelle appuyé par le gouvernement rwandais, vous le savez bien, et donc on en parle dans cette émission. L'actualité aussi, c'est que vous avez suivi, comme nous tous, hier, et comme atteste que le prélat catholique, nous parlons de la Senko qui sont passés voir les rebelles. Donc il s'agit comme ça de l'AFC, de Corneille Nangaa. On en parle, c'est d'ailleurs la grande thématique qui y a délégué la Senko pour qu'elle aille voir Corneille Nangaa. Ils se sont rencontrés. Ou, entre-temps, nous le savons que le gouvernement congolais, à travers son ministère de la Justice, a lancé un mandat d'arrêt international contre Corneille Nangaa. Et cependant, ils se sont vus. Où? En présence de qui? Et donc, vous aurez les éléments de réponse dans cette émission, chers téléspectateurs. Une fois de plus, bienvenue. Nous sommes un peu grippés, allez-y comprendre, mais nous sommes là pour vous servir. Un grand merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Paty Saleh, Dieudonné Masunda, pourquoi pas aussi Germain Kémé qui est ici en plateau, derrière toutes les caméras possibles, et Fatou, beaucoup. Merci d'être là et je vais devoir recevoir mon invité qui est déjà avec nous, Leader Kingonzi. Il est le coordonnateur du mouvement citoyen Milelo Yamboka. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Chris, merci de m'avoir invité. Je vous dis merci. J'en profite aussi de l'occasion pour saluer nos compatriotes partout où ils pourraient se trouver, et plus particulièrement nos compatriotes qui se trouvent à l'est du pays, dans la grande province de Nord Kivu, et puis particulièrement ceux de Goma, Bunagana, Saké, ainsi de suite. Nous leur disons que nous sommes ensemble avec eux. Nous aurons des solutions et la paix reviendra sur toute l'étendue du territoire de notre République démocratique du Congo. Merci. Très bien. Merci de répondre à notre invitation à ce jour. Vous le savez, je le disais tantôt, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, question directe, est-ce les Congolais qui soutiennent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier d'entre nous, sont prêts à dialoguer au moment où nous sommes? Monsieur Chris, il y a une situation de désinformation qui circule au sein de la communauté congolaise. Certains pensent que la guerre a commencé avec Félix ou que c'est Félix qui aurait donné naissance à la guerre. D'autres également disent que la guerre est née du fait de l'ancien président Joseph Kabila. D'aucuns aussi pensent que c'est l'œuvre de l'AFDL avec Mosée Laurent Désiré Kabila. Mais nous allons dire à nos compatriotes que c'est n'est pas le fait de toutes ces personnalités qui ont dirigé la République. Ce n'est pas le fait de Mosée Laurent Désiré Kabila, ni Joseph Kabila, et surtout pas le président Tshisekedi actuellement. La guerre est née du fait d'un problème de crise d'identité en réalité. Dans les années 1969 jusqu'à 1977, notre ancien feu président Mobutu, l'ancien président de Zaïre, avait comme directeur de cabinet M. Barthélemy Bisengimana. Alors, il s'est fait que pendant ce temps, la RDC, qui était le Zaïre d'antan, était très sollicité par les compatriotes venant des pays voisins, parce que nous avions des conditions là très bonnes, ou encore là beaucoup plus meilleures que d'autres États voisins, et cette situation a causé ou a créé beaucoup d'afflux des personnes qui sont venues au Congo, en RDC, aux Zaïre dans le temps, par des faits des immigrations, ainsi de suite. Et il s'est avéré pendant un temps que nous étions vraiment inondés par des sujets venant du Rwanda, principalement à cette époque-là. Et lorsque Mobutu avait commis l'erreur d'avoir M. Barthélemy Bisengimana comme directeur de cabinet, ce dernier l'avait poussé à signer une ordonnance. Là, c'est vers les années 90, hein? Même bien, oui. Alors, la personne a poussé le président Mobutu, le maréchal, à prendre une ordonnance accordant la nationalité d'une manière massive, donc d'une manière globale, à ces personnes qui habitaient
nos terres à l'est du pays. Et au-delà de ça, la même personne a également poussé l'ancien président Lefeu Mobutu à prendre une autre ordonnance leur accordant des terres d'une manière pas étudiée ni réfléchie. Et au moment où la République s'est ressaisie, la République avait constaté que c'était une erreur, on nous avait conduit vers une erreur d'avoir accordé et la nationalité et les terres. Le pays a décidé de se raviser de ces ordonnances et finalement, ces personnes ont carrément refusé de rentrer chez eux et c'est en réalité la cause de notre guerre qui sévit à l'est du pays. Et le président Mouzé Laurent Désiré Kabila a rencontré les mêmes personnes qui étaient déjà dans notre pays depuis le Zaïre. Le président Joseph Kabila ne pourrait rien faire ou ne pouvait rien faire face à cette réalité. Et le président Tshisekedi a trouvé une situation qui était devenue comme une évidence. Et peut-être le malheur pour le président de la République Tshisekedi, il est, je pense, ça c'est d'après moi, il est victime d'une bonne foi. Il a tellement d'une bonne foi. Oui, il est tellement de bonne foi pour que nous trouvions la solution dans cette partie de l'Est du pays. Mais malheureusement, les interlocuteurs devant lesquels il se retrouve, ils ne sont pas sincères. Et ce qui se passe là-bas, ce n'est pas ce n'est pas une rébellion, ni encore une insurrection, surtout moins une révolution. Puisqu'une révolution est le fait d'une république qui s'élève contre une situation qui n'arrange pas les conditions de vie de la société. Mais ce n'est pas ce qui se passe actuellement, mais c'est plutôt un pouvoir d'occupation, une réalité d'agression. Et il y a plusieurs rapports des Nations Unies, même tout récemment, lors de la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies, tous les rapports qu'ont produits certains membres permanents de ce Conseil de sécurité sont unanimes et c'est conclu à ce que le Rwanda a occupé les terres de la République démocratique du Congo et on leur demande et on leur exhorte plutôt de pouvoir retirer ces troupes de notre sol. Et voilà un peu la situation qui se vit actuellement. Allez, très bien. C'était pour moi une parenthèse parce que vous n'avez pas toujours répondu à ma question. C'était aussi bien l'historique de rappeler à tous ceux-là qui nous suivent la jeunesse même de la crise qui se vit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Vous l'avez ici évoqué, mais nous allons en revenir un peu plus tard. Mais la question directe qui vous a été posée était celle de savoir, est-ce à l'heure actuelle, les Congolais sont prêts à dialoguer avec les ennemis qui ont sémé terreur, meurtre, pillage, viol et tout ce qui va avec? Oui, bon, peut-être que je n'ai pas été bien compris par les personnes qui nous suivent. La crise d'identité qui se vit actuellement, c'est la source de tout problème. Pourquoi je le dis? Une personne qui se considère congolaise, ou tous les Congolais, de partout où ils peuvent se trouver, c'est comme si nous sommes dans une même famille. Dans une famille où il y a le papa, il y a la maman, il y a les enfants, il y a les oncles, il y a les tantes, les nièces, les neveux et les grands-pères, vous allez constater qu'il n'y a jamais presque de problème. S'il y a des pépins qui peuvent aussi arriver dans une famille, mais facilement les gens vont discuter avec les personnes qui sont concernées. Mais dès lors que vous constatez que il y a difficulté qu'on puisse échanger avec certains qui prétendent être membres de cette famille, cela signifie que le problème identitaire persiste. Alors, pour revenir à votre question, est-ce qu'il faut dialoguer avec l'ennemi? Il faudrait d'abord que l'on essaye un peu de cibler qui est l'ennemi. Pour la République démocratique du Congo, l'ennemi, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui est l'ennemi. Comme c'est le Rwanda qui est l'ennemi, il y a des mécanismes qui ont été déjà mis en place par la communauté internationale pour que nous puissions échanger. Notamment, évidemment, il y a le processus de Luanda, de Nairobi, ainsi de suite, ainsi que tous les sommets qui ont eu lieu récemment. L'ennemi pour la RDC, c'est le Rwanda. Ce n'est pas une réalité à cacher. Alors, combien de fois la RDC devra-t-elle négocier ou discuter ou encore dialoguer avec le Rwanda? Puisque plusieurs séances de travail, il y a eu beaucoup de forums, il y a eu également dans plusieurs tribunes d'échange entre la RDC et le Rwanda. C'est tout à fait ça le dialogue qui existe déjà. Est-ce que le dialogue n'existait pas entre le Rwanda et la RDC? Si le dialogue existait, alors quelles sont les conclusions qui ont découlé de tous ces dialogues entre le Rwanda et la RDC?
C'est tout simple, que le Rwanda puisse retirer ses troupes du sol congolais. L'ennemi pour la RDC, ce n'est pas une autre personne, ni moins un Congolais, mais c'est plutôt le Rwanda. Mais quand le Rwanda se prononce pour dire que ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo ne concerne nullement leur pays. Là, vous le savez, Paul Kagame l'a dit, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais l'a dit également, mais aussi leur ministre des Affaires étrangères. À ce jour, le Rwanda rejette la crise en bloc pour dire que c'est une crise interne entre Congolais. Approuvez-vous ces allégations? Parce qu'aujourd'hui, déjà, départ la démarche de la CENCO qui devrait aller voir Kigali, Paul Kagame, la CENCO s'est dit non. On doit voir Corneille Nangaa, le coordonnateur, je ne sais pas, l'initiateur de l'AFC. Et donc c'est là, donne de l'argument au Rwanda pour dire que c'est un problème entre Congolais. Aujourd'hui, quel est l'agenda caché même de cette CENCO? Je ne pense pas que cela soit le cas. D'abord, je voudrais relever que en diplomatie, il existe aussi le mensonge diplomatique. Le mensonge diplomatique existe pour que l'État qui se retrouve coincé, et comme il doit réagir face à une situation qui lui est imposée ou devant une évidence à laquelle il ne peut pas, cet État, s'en passer, ils inventent des mensonges diplomatiques. Vraiment. Parce que le même Rwanda a participé aux récentes réunions extraordinaires du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tous les membres permanents, la majorité des membres qui ont siégé à ces réunions du Conseil de sécurité ont pointé du doigt le Rwanda. Est-ce que le Rwanda sera-t-il plutôt à mesure de dire que ses troupes ne sont pas en RDC? Parce que l'armée congolaise a plus d'une fois capturé les militaires rwandais. Exact. Et l'Union africaine, donc qui est un maquillage ou encore mascarade. C'est une nouette, hein? C'est une nouette jusqu'à l'heure actuelle. Elle ne se prononce pas. Hein? Alors, toute la communauté internationale savent que c'est le Rwanda qui est le maître en scène de ce qui se passe. Alors, s'il faudrait peut-être relier leur démarche, bon, plutôt la démarche des pères des églises avec le Rwanda, il faudrait qu'on comprenne les choses différemment. Comment? Dans quel sens? Moi, à mon avis, j'estime que le père des églises soit en train de faire ou de jouer à une diplomatie internationale, je pense bien. Parce que vous savez, la RDC d'abord est victime d'un complot à l'échelle internationale. Très bien. Toutes les grandes puissances du monde, que nous considérons comme des humanoïdes, c'est-à-dire des impérialistes, ils s'arrangent pour piller la RDC de la manière dont nous savons tantôt plus tôt. Aujourd'hui, ils jouent ces jeux avec le Rwanda, qui est leur bouc émissaire et qui profite également. Exact. Voyant la position de la RDC qui reste ferme dans ses mots, dans ses propos, encore dans sa position en faveur de la souveraineté qu'elle détient, et cette communauté internationale s'est dit, à cette allure, nous risquerons de perdre, parce que la communauté internationale, quand vous voyez bien et que vous faisiez bien la lecture de ce qui se passe dans le monde, c'est comme si elle est dans la logique de redéfinir les frontières. Et comment y parvenir? Il faut associer certaines personnes des États qui sont peut-être égarées pour tenter de faire ces histoires-là. Alors finalement, comme ça ne marche pas, il ne faut pas voir les pères des églises comme s'ils venaient pour l'église uniquement. En réalité, les pères des églises, qui sont des catholiques, dépendent en premier lieu du Vatican. Le Vatican est un État qui est totalement autonome, naturellement indépendant des autres États, qui, sa politique se caractérise dans le domaine de la paix. Alors, face à ce qui se passe dans le monde, principalement en RDC, sachant que la majorité des peuples congolais sont des peuples qui ont une vocation chrétienne, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait trouver des émissaires qui pourraient prendre cette responsabilité, endosser la charge d'approcher tous les camps et essayer de voir comment dégager des solutions. Et ce que les prêtres font, pour moi, c'est un devoir qui a été certainement dicté par la communauté internationale via le canal de l'État du Vatican. Je vous relance. Le pape, à Kinshasa, je me rappelle bien, à Ndolo, là où il avait tenu sa messe, dans son homélie, le pape dit, il demande aux grandes puissances de retirer leurs mains
en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi, non? Oui, oui. Ça n'a rien apporté, le pape. Hein? Vous avez dit le prince de paix. Le pape, il s'est prononcé quant à ce, rien. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre Tshisekedi et Kagame. Il n'y a pas toujours eu des solutions. Il vous souviendra, à une période que Tshisekedi avait délégué un représentant pour échanger justement avec les groupes rebelles, si j'ai bonne mémoire, c'était au Kenya. Toutes ces rencontres n'ont pas toujours apporté la solution au problème de la crise actuelle. Et aujourd'hui, Kinshasa a déjà donné sa position via le président de la République. Kinshasa ne va pas négocier avec les groupes rebelles. Pourquoi? Parce que leurs exigences sont annexées. Voilà. C'est pour atteindre la souveraineté, ou soit toucher à la souveraineté du pays. Brassage, mixage et tout ce qui va avec. Leur intégration dans les institutions de la République, ce qui n'est pas normal. Kinshasa a refusé et garde sa position. Aujourd'hui, la démarche de la Senko, cette démarche va-t-elle ramener la paix en République démocratique du Congo? Nanga, qui a été concerté par la Senko, n'aura pas des exigences qui ne vont pas permettre à Kinshasa de se faire manipuler? J'aimerais apporter d'abord un éclaircissement. Dans notre pays, actuellement, il n'y a aucune rébellion. La rébellion n'existe pas. Nous le disons et nous le redirons toujours que nous sommes dans un état où nous sommes victimes d'une situation d'occupation. Nous sommes dans une situation d'agression du Rwanda. Il faudrait que la population congolaise puisse comprendre. Ce qui se passe aujourd'hui, le Rwanda a envahi les sols congolais. Le Rwanda nous agresse et nous devons nous défendre. Un gouvernement organisé, sérieux, devant ces situations, ne peut que prendre des dispositions pour voir comment dégager ou encore trouver des pistes de solutions. Parmi les pistes de solutions, nous avons les voies diplomatiques, nous avons également les voies militaires. Très bien. Si le gouvernement congolais avait estimé de désigner des représentants au niveau du Kenya, Luanda, Afrique du Sud, Nations Unies, c'est tout à fait normal. Parce que ce que nous vivons, comme nous l'avions dit, c'est un complot à l'échelle internationale. Et vous allez constater que ces Rwandais ou encore ces impérialistes ne montrent leurs histoires d'agression que dans des endroits où il y a une forte concentration des minéraux, où il y a une forte concentration du pétrole. Est-ce que vous savez qu'en 2022, le gouvernement congolais avait lancé l'appel d'offres de l'exploitation de ces blocs pétroliers et gaziers, le 27 blocs pétroliers et puis 3 gaziers. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement de pression, tellement de contestations. Même l'UNESCO s'est même permise de dire que certains blocs pétroliers ne pourraient jamais être exploités puisque ça appartiendrait, semble-t-il, d'après eux, dans des contrées qui sont considérées comme des biens universels qui appartiennent aux Nations Unies, qu'on ne pourrait pas les exploiter. Et finalement, l'année passée, le gouvernement a dû annuler ces appels d'offres. Alors la question qu'on se pose, comme ces mouvements d'occupation, d'agression, qui ne se focalisent que vers des endroits où il y a beaucoup plus de richesses naturelles et puis des richesses en minerais, il faudrait comprendre la situation que c'est un problème à dimension internationale. Parce que leur souci, c'est s'aimer la terreur, la désolation dans notre pays pour pouvoir piller. Regardez comment le Rwanda est en train d'évoluer. Après avoir attaqué la ville de Goma, la capitale du Nord Kivu, il se dirige directement vers la ville de Bukavu. Pour quel intérêt? Parce que la frontière que nous avons, la RDC et la République du Burundi, du côté Burundi, ou encore du côté des Burundais, il y a un village qui s'appelle Gatumba. À Gatumba, qui est frontalier avec notre pays, il y a une forte concentration de cette matière première que l'on appelle le lithium. Le lithium, le cobalt sont des minéraux qui entrent en premier lieu dans la fabrication des batteries et des véhicules électriques, vous voulez dire? Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Alors, comme le lithium, le cobalt participent
énormément dans la fabrication de ces produits qui sont aujourd'hui rares. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait aussi focaliser leur agression, leur occupation tout autour ou encore aux alentours des contrées où il y a une forte concentration de tous ces produits miniers. Et face à ça, la RDC ne peut que avoir ces deux voies pour pouvoir sortir son pays ou encore son peuple de ces occupations. Alors, le président de la République avec son gouvernement ne peuvent que avoir l'idée de marteler et de toucher toute la communauté internationale pour que les militaires rwandais puissent dégager, puissent se retirer de notre sol congolais. Si ce n'est pas le cas, ça sera difficile. Parce qu'on peut bien engager une force militaire, on peut bien engager ou mobiliser les populations congolaises comme elles le sont aujourd'hui et enrôler les jeunes dans l'armée et ils iront se battre. Mais quand ils vont aller se battre, ils seront face à une armée rwandaise qui est équipée par l'Occident, qui est équipée par la communauté internationale pour que nous puissions toujours fléchir. Et bien que nous nous battons et nous allons continuer à nous battre, le gouvernement doit aussi se battre sur le plan diplomatique afin de faire comprendre à tous ces humanoïdes, à tous ces impérialistes que la RDC n'est pas à vendre. La RDC n'est pas à partager. Je vous donne encore un autre exemple. Allez-y. Aujourd'hui, la communauté internationale, via l'Union européenne, précisément la France, finance le Rwanda chaque mois à hauteur de 20 millions de dollars pour des équipements militaires et les paiements de leurs militaires qui surveillent les blocs gaziers de la France qui se trouvent dans la République de Mozambique. Donc, quand vous allez en Mozambique, la France a ces blocs gaziers qui sont exploités par la société Total Énergie. Et la France donne chaque mois 20 millions de dollars au Rwanda pour la surveillance ou encore la sécurité de ces blocs gaziers. Pensez-vous que la France sera honnête avec nous, puisque si elle a ses intérêts déjà garantis à Mozambique via le Rwanda, comment elle devra se comporter avec la RDC? Voilà pourquoi, sans la diplomatie, nous n'aurons aucune solution efficace ou encore définitive. Il faudrait qu'on associe et la diplomatie au même moment et qu'on associe aussi la force militaire que les Congolais se sont engagés pour pouvoir bouter l'ennemi hors de notre sol national. Très bien. Alors, du côté, la force militaire, qu'on se le dise, jusqu'à présent, Kinshasa n'a pas encore répliqué totalement, ou soit en force, devant ce qui s'est vu dans la partie est de la République démocratique du Congo, parce que l'intrusion rwandaise dans la ville de Goma jusqu'à présent, ils sont là, personne ne les inquiète. Ça, c'est une évidence. Alors, moi, je suis toujours dans la démarche. Vous avez opté ici pour la voie diplomatique, d'ailleurs, voulu aussi par Kinshasa. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le chef de l'État a hérité cette guerre, mais en ces jours, à travers la diplomatie, il a compris que c'est le Rwanda qui est derrière tout ce qui se passe dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le Rwanda appuyé bien évidemment par de grandes puissances. À ce jour, tous nous le savons que c'est le Rwanda. Pourquoi n'est pas, si, entre guillemets, ces prélats catholiques de la Senko sont envoyés par Kinshasa, je dis entre guillemets, s'ils sont envoyés par Kinshasa, pourquoi ne pas les envoyer directement à Kigali pour qu'ils côtoient, pour qu'ils voient Paul Kagame au lieu et place de voir un compatriote qui a touché aux armes, qui a tué ses compatriotes, ses propres frères, et aujourd'hui, vous les mettez autour d'une table pour parler avec. Et premièrement, il est dans une... comment dirais-je? Il se place dans une force, ou soit une position de force, voilà, une position de force, Nanga actuellement. Quand vous partez pour négocier également avec lui, ça ne sera pas à fléchir devant ce qu'il vous dira? Je voudrais aussi donner une autre précision. Le gouvernement congolais n'a pas envoyé les prélats... J'ai dit entre guillemets. Entre guillemets, oui, il faudrait qu'on donne des précisions. Le gouvernement congolais n'a pas envoyé les prélats pour aller parler avec X ou Y. Parce que si c'était le cas, il y aurait eu une réunion du conseil du gouvernement des ministres où l'option serait levée en ce sens-là. Les porte-parole du gouvernement allaient donner les conclusions encore, les rendus de ce qui serait ou qui était dit dans cette réunion. Je suis en train de préciser que les prélats catholiques ne dépendent pas
directement de la République démocratique du Congo. Ils dépendent tout d'abord de l'État du Vatican. Le Vatican est un État comme la République démocratique du Congo, comme la France. Le Vatican a toujours joué son rôle. Et pour ceux qui connaissent, le Vatican a des représentants pratiquement dans plusieurs pays du monde. Et on les appelle souvent les noces apostoliques, ainsi de suite. Alors, s'ils y vont là-bas, s'ils vont aller au Rwanda, s'ils vont aller à Luanda, ou bien d'autres par-ci, par-là, ça n'engage pas forcément le gouvernement congolais. L'initiative, certainement, a été prise au sein de la communauté internationale, puisque les processus de Luanda, les résolutions qui ont été prises, les Rwandais ne voudraient ou ne veulent pas respecter ces résolutions. Les résolutions prises, même au processus de Nairobi, les Rwandais ne veulent pas obtempérer à ces résolutions. Les Nations Unies siègent par le biais du Conseil de sécurité et on dit au Rwanda qui est pointé du doigt, tu dois retirer tes troupes. Les Rwandais ne veulent pas s'incliner. Peut-être que l'État du Vatican va déployer certainement sa diplomatie pour demander à Kagame de se retirer du sol congolais. Si il ne respecte pas les orientations données par tous ces forums, tous ces sommets, je vous rassure qu'il sera en difficulté et il risquerait de payer cher. D'ailleurs, on nous dit que le Rwanda occupe une partie de la province du Nord Kivu. Ils sont à Goma, ça c'est certain, les Rwandais sont là. Mais est-ce qu'ils ont la plénitude de cette grande ville? Je ne pense pas. Parce que dans cette ville, il y a une mission qui est là. Il y a la SADC, il y a Samir, il y a la MONUSCO. Alors, toutes ces corporations qui sont représentées dans notre pays, principalement, ou encore dans ces cas de figure, dans la province du Nord Kivu, ne dépendent pas du Rwanda. Ou encore ne dépendent pas également de leurs enfants qui n'est vu que de leurs mamelles. Parce qu'ils dépendent des systèmes qui organisent la communauté internationale. Et ce qui ferait que, avec la diplomatie que le gouvernement devra engager, avec tous ses partenaires venant de SADC, Samir, MONUSCO, Nations Unies, le Rwanda sera obligé de se retirer, obligatoirement. Parce que s'il n'obtempère pas à ce qu'elle ne puisse pas se retirer, je vous assure, la communauté internationale devra prendre d'autres responsabilités et les armées des autres pays membres, certainement des Nations Unies, devront renforcer leurs forces en RDC et le Rwanda sera obligé de quitter le sol congolais par les efforts militaires. Très bien. Revenons un peu en arrière. On va évoquer les décisions. Une série d'importantes décisions qui ont été prises lors du sommet EAC. SADC, il vous souviendra, le chef de l'État a participé, a pris part à ces sommets dans son bureau de travail par visioconférence. Cependant, avec effet immédiat qui répondent à l'urgence humanitaire, aux besoins pressants d'une d'escalade et aux attentes de Kinshasa pour venir en aide aux populations meurtrières des Goma au nord Kivu. Les sommets a notamment décidé de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans conditions auxquelles les parties étatiques et non étatiques sont tenues. La réouverture de l'aéroport de Goma et les principales voies d'approvisionnement terrestre et la locustre permettant l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que le rapatriement des militaires décédés et l'évacuation des blessés. C'est parmi là les décisions qui ont été prises lors de ces sommets. Un cessez-le-feu qui a été demandé par ces sommets lors des décisions prises. 5 jours a été donné aux rebelles qui ont occupé la ville de Goma de se retirer et de laisser l'aéroport de Goma. Chose qui n'a pas été faite jusqu'à ce jour, déjà au-delà des 5 jours. Est-ce, voyez-vous, ces groupes rebelles obtempérer dans toutes les décisions qui seront prises par les organisations africaines, voire internationales? Je voudrais d'abord signaler ici que ce qui s'est vu dans la partie Grand Lac de notre pays ou encore de l'Afrique de l'Est, c'est une situation organisée, créée, montée et imposée par la communauté internationale. Vous insistez, hein, après avoir créé, monté, imposé la situation, ces situations ont causé des conséquences entre les pays qui vivent dans ces grands lacs. Exact. Notamment une instabilité qui est d'une manière permanente pour l'Ouganda, le Rwanda
éventuellement les Burundi et la République démocratique du Congo. Les sommets assiégés, les États ont pris part. Et tous les sujets de droit international dans ces cas ont pris des décisions. Qu'il faudrait ouvrir les couloirs humanitaires, que le Rwanda doit dégager. On accorde 5 jours aux états-majors de défense de chaque État pour essayer de produire la feuille de route, disons, un cahier des charges. Mais on est normalement à l'expiration de ces délais. Pourquoi ces choses-là auront du mal à se réaliser? Parce qu'il y a une peur, il y a une vraie peur, pas du côté de la RDC, mais du côté du Rwanda. Comment ça? Et du côté de l'Ouganda. Comment expliquer ça? Parce que dans ces désordres créés par la communauté internationale dans le Grand Lac, ils ont créé plusieurs mouvements insurrectionnels, incontrôlés. Vous allez voir, il y a les ADF Nalu. L'Ouganda qui dit, vu ce qui se passe au Congo, je monte ou je crée ma base avancée vers la frontière. Pour sécuriser mes frontières. Au contraire, ce n'est pas pour sécuriser la frontière. Comme l'Ouganda n'est pas un État de droit, un pays démocratique comme la RDC, certains compatriotes ougandais qui se sont soulevés contre le pouvoir ougandais ont été traqués et ont fui sur le sol congolais. C'est cela que nous appelons les ADF Nalu. Et la crainte pour l'Ouganda, on ouvre les couloirs humanitaires, on fait respecter les résolutions prises dans tous les sommets. Ça va créer un mouvement vers son propre pays. Et ça va déstabiliser le pouvoir ougandais. Il en est de même pour le Rwanda. Le Rwanda a monté une histoire de génocide et une histoire des FDLR. Et le Rwanda sait, en créant le couloir, en libérant les sols congolais et que la vie redevienne à la normale, la rébellion que lui-même a créée va rentrer dans le Rwanda et il y aura une instabilité. Et au Burundi, c'est plus ou moins. Maintenant, pour que Kagame et Museveni évitent de tomber dans ces pièges, qu'est-ce qu'ils font? Ils entretiennent les groupes rebelles. Tantôt, on nous parle des FDLR qui en réalité n'existaient pas. Il y a des Mbororo qui vivent là-bas, il y a des ADF Nalu, il y a la LRA, il y a plusieurs mouvements incontrôlés qui sont créés et organisés par le Rwanda et l'Ouganda. Et ils ont pris la communauté internationale comme leur partenaire pour parrainer cela, afin de faire quoi? De piller les minéraux qui existent à l'est du territoire de la République démocratique du Congo. Et ce que nous disons, nous allons faire nos efforts. Je parie que le gouvernement va fournir ses efforts pour pouvoir répondre aux souhaits formulés par les différentes résolutions. Mais quand déjà Evariste Ndayishimiye et le président burundais dit que la crise qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo risque d'enflammer toute la région, à quel point se situe sa peur? Non, le président burundais n'a pas peur. Il interpelle, il appelle. Je vous ai dit que nous sommes dans une guerre qui est à la fois diplomatique et économique. La frontière du Burundi et de la RDC à Gatumba, il y a une forte concentration de lithium, comme chez nous dans le Tanganyika. Le lithium, le cobalt sont des minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries, qui sont recherchés aujourd'hui. Et leur démarche de la communauté internationale, ils ne veulent jamais, ces dirigeants des États membres de la communauté internationale et des grandes firmes, ils ne veulent jamais négocier avec les États. Ils n'iront jamais à Bujumbura à rencontrer le président burundais pour lui dire que nous voudrions faire un accord gagnant-gagnant sur l'exploitation des lithium. Ils ne le feront pas. Ils ne viendront jamais atterrir ici à l'aéroport de Njili pour demander au gouvernement congolais, nous voudrions exploiter votre réserve. Alors que c'est le souhait du président Félix Tshisekedi. Oui. Et vos réserves de l'or en province orientale, de coltan, comment nous pourrons faire pour que la RDC gagne et que nous gagnons? Ils n'ont pas besoin de cela. Ce qu'ils veulent faire, c'est plutôt puiser gratuitement, où l'on ne paye pas de taxes, l'on ne paye pas d'impôts, l'on ne crée pas d'emplois. Pas gratuitement, mais par force. Par force. Et l'on ne crée rien en faveur des communautés qui vivent là-bas et en faveur de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monter ou créer un climat d'insécurité, favoriser les groupes insurrectionnels qui sont contrôlés par le Rwanda et le Burundi, maintenir ces conflits, les cacophonies qui existent afin que... Et pourquoi aujourd'hui l'Europe n'est pas accessible à cette voie des relations gagnantes alors que la Chine, elle est partante dans cette logique? Parce que l'Europe n'a jamais été sincère avec les pays africains. L'Europe considère les pays africains comme étant
Les pays des sous-hommes? Bon, pas des sous-hommes comme étant leur propriété jusqu'à présent. Il y avait un vent... C'est de par notre faiblesse, peut-être? Je ne pense pas. Il y avait un vent de colonisation. Ils ont formé nos pères d'antan de la manière qu'eux-mêmes pensaient. Ils ont fait un semblant d'accorder aux pays africains leur indépendance, mais ils ont conservé l'indépendance économique en faisant quoi? En continuant de gérer les richesses naturelles, les forêts, les minerais de tous les pays africains. Si vous allez au Niger, là vous partirez et vous remarquerez que l'uranium du Niger est géré, est exploité par la France. Et c'est même sujet de la guerre dans ces pays. Quand vous allez au Burkina Faso, mais le Niger a coupé toute relation avec la France. Hein, aujourd'hui, le Niger vit... L'on peut couper les relations avec la France, mais l'on restera toujours dépendant. Ce que nous pourrons faire, nous, pays africains, on doit sortir de ce néocolonialisme. Si nous réussissons à obtenir ou à arracher notre indépendance économique, dans le sens que nous puissions nous-mêmes gérer, nous-mêmes négocier nos propres richesses, nos propres minéraux, nous allons gagner. Et parlons même de l'Afrique, vous avez cité le Niger. Nous avons, aux côtés du Niger, nous avons aussi les Mali et les Burkina Faso. Donc, les généraux Tiani, Goïta, puis Ibrahim Traoré, ces trois présidents aujourd'hui qui ont rompu avec les relations vis-à-vis des pays impérialistes. Aujourd'hui, ce sont des pays qui sont en train de s'effrayer leur propre chemin pour l'émergence de leurs pays respectifs. Hein. Bon, je pense qu'il serait peut-être très précoce ou encore très prématuré pour qu'on puisse juger les cas de ces pays, Mali, Burkina Faso, ainsi de suite, parce qu'il faudrait leur juger avec le temps. Voyons voir dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont rester dans la même dynamique ou bien les choses vont varier? Mais à la différence de la RDC, les cas ne sont pas les mêmes. Exact. La RDC est un monstre géologiquement peu compréhensible. Nous avons la réserve à l'échelle internationale de 80% du cobalt mondial. Donc, c'est-à-dire... Nous, en RDC, nous avons le 80% du cobalt qui se trouve au monde. Alors qu'au Niger, ce n'est pas le cas. Le Burkina Faso n'a pas ce cas-là. Le Mali non plus. Exact. Et c'est facile que nous soyons exposés face à tous ces enjeux des multinationales. Allez, revenons au pays. Revenons au pays. Vous l'avez évoqué ici que l'Europe n'a jamais eu un franc jeu devant le pays africain. Alors, nous allons... vous posez peut-être la toute dernière question parce que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec vous ici, l'agenda caché de la Senko qui est allé voir le rebelle Nanga, l'homme qui a accepté de toucher aux armes pour tuer ses propres frères, ce qui fait mal, ce qui continue à faire mal au sein de la communauté nationale. Cependant, aujourd'hui, pourrions-nous attendre quelque chose de bien auprès des prélats catholiques qui sont allés voir Corneille Nangaa? Bon, comme je l'ai toujours dit, les voies diplomatiques sont en principe les meilleures. Les voies militaires, pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces, elles doivent être associées avec les voies diplomatiques. Moi, personnellement, je considère que les prélats travaille pour le compte de l'État du Vatican qui intervient dans des conflits par-ci par-là dans le cadre de la communauté internationale parce que l'État du Vatican recevra des rapports et rendra également des rapports à qui les veut ou à qui les souhaiterait. Ça sera difficile pour l'instant de pouvoir imaginer ce qui pourrait se passer. Mais je crois à ma conscience profonde que le gouvernement congolais ne lâchera pas la prise, va toujours ménager beaucoup d'efforts et des efforts encore, et également des efforts pour que nous puissions gagner ou encore remporter cette guerre diplomatique. Et aussi sur le plan militaire, nous allons faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse récupérer ces terres qui sont occupées injustement par l'armée rwandaise. Très bien. C'était un plaisir de vous recevoir en plateau en ce jour pour échanger autour de cette question d'actualité, la guerre
en République démocratique du Congo. La CENCO qui a entamé une démarche, bien évidemment, celle de dialoguer avec le groupe rebelle pour que cela puisse ramener la paix dans la partie orientale. Cette paix, nous la voulons. Cette paix, nous courons derrière elle. Cette paix, le Congo en a besoin. Mais la grande question reste celle de savoir par quelle voie nous allons obtenir cette paix. Et donc Kinshasa s'élance dans la voie diplomatique, mais également aussi par la voie militaire. Vous le savez, nos héros au front sont en train d'abattre un travail de titan. Coup de chapeau au ministre de la Défense, Maître Gu Kabombo Mwadamvita, qui s'est rendu à Lubero dans les zones de turbulence où il a échangé justement avec les hommes au front. En tout cas, nos FARDC, bravo à vous, bravo au ministre. Vraiment, vous avez fait preuve de la volonté de vouloir mettre fin et d'en finir avec les hostilités dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, mais aussi les efforts fournis par les gouvernements de la République pour mettre fin à cette guerre. Nous le savons, à l'ère où nous sommes, il y a plusieurs urgences, mais seulement la guerre qui nous est imposée injustement amène nos esprits et tout ce qui va avec. Nous continuons à faire notre travail, que chacun fasse son travail pour que cette paix voulue puisse revenir, permettez-moi ces termes, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les FARDC honnêtes, nous vous saluons, mais vous qui êtes dans l'armée, pour trahir, vous serez arrêtés. Ça, nous vous les promettons. Au stade actuel, nous n'avons pas besoin des hommes en tenue qui trahissent. Nous n'avons pas besoin de ceux-là qui jouent à l'hypocrisie au sein de notre armée. Nous avons besoin de vrais compatriotes. Chers téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Leader Kingonzi, coordonnateur de la structure Milelo Yamboka était notre invité. Vous avez suivi comme atteste que nous avons échangé ensemble avec lui. Et demain, nous allons devoir tenir le tout dernier numéro de la semaine. C'est déjà le vendredi. Nous allons parler toujours autour de cette guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mais quelle conscience devons-nous avoir à l'heure actuelle? Quelle position, quel état d'âme, chers Congolais, devons-nous avoir en cette période pour que les choses aillent mieux? Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro. À cela plus tard. Rue, ma télévision. J'aurais une question pour M. Alingueté.